Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de l'Afrique s'est considérablement accélérée. Décolonisation de masse, problèmes liés au climat, au manque de ressources ou à la pauvreté. Mais aussi la fin de l'apartheid et un printemps arabe qui continue d'avoir ses répercussions, particulièrement en Afrique du Nord. Mais en dépit de tous ces bouleversements, il semble qu'une grande partie du continent africain continue de vivre dans une précarité quasi permanente. Spécialiste de l'histoire de l'Afrique et de ses rapports avec l'Europe, le professeur d'histoire de l'Université de Sherbrooke, Patrick Dramé, possède un regard éclairé et éclairant sur le sujet. Un regard qui, comme vous le constaterez, tranche avec le discours souvent trop généralisateur de la réalité du continent africain. Patrick Dramé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Cette image d'une Afrique dans l'extrême pauvreté, constamment déchirée par des guerres, des coups d'État, encore aujourd'hui, est-ce encore le reflet d'une bonne part de la réalité vécue sur le continent africain? Pour répondre à ta question, je dirais que la réponse peut être oui, mais non en même temps. Je pense que la réponse peut être non dans la mesure où c'est quand même figé l'histoire de l'Afrique et figé l'évolution de l'Afrique aux années 70 et 80. Ouais. C'est quand même se dire que depuis la chute du mur de Berlin, il y a des changements majeurs dans le continent. Il y a des pays où il n'y a jamais eu de démocratisation et où finalement désormais des élections s'organisent de façon libre et démocratique. Oui. En termes d'évolution sur le plan économique, il y a quand même des avancées extraordinaires. Mais en même temps, j'ai envie de dire que quand même, dans un certain nombre de pays africains, c'est une évolution par des avancées et par des reculades. Donc, des pays qui n'ont jamais connu le coup d'État connaissent le coup d'État maintenant. Ah oui. Des pays qui n'ont jamais connu la guerre civile le connaissent maintenant. Donc, je dirais que c'est une évolution avec des avancées et avec des reculades. Mais je pense que juste retenir cette image qui, selon moi, est une image un peu faussée finalement de la réalité parce qu'il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques en tant que telles. Voilà. Le fait qu'il y ait des Afriques, c'est, je pense, un point fondamental, peut-être d'une généralisation qu'on tente à faire, particulièrement chez nous en Occident. C'est le fait de voir cette espèce de continent comme un bloc monolithique. Absolument. Moi, je pense que c'est un gros problème, c'est de voir l'Afrique, comme vous dites, comme étant un bloc monolithique, alors qu'à l'intérieur de ce continent, selon les thèmes, selon les sujets que vous prenez, il y a des différences majeures, que ce soit dans le nord ou dans le centre de l'Afrique en tant que tel. Donc, je pense qu'il faut aller un peu plus vers la complexité du regard, finalement, qu'on jette sur le continent africain. Et même quand vous allez en Afrique, vous dites que finalement, les Occidentaux, c'est le regard qu'ils ont de vous. Ben, ils vous disent, mais c'est quand même surprenant. Finalement, les choses qui marchent, on ne les dit jamais. Oui, mais malheureusement, on met juste l'accent finalement sur les choses qui ne marchent pas. Ce qui ne veut pas dire que finalement, en Afrique, tout marche bien. Oui. Et je pense que votre question l'a souligné en filigrane. Voilà. Il y a énormément de choses qui ne fonctionnent pas du tout. Est-ce que ce sont ces choses-là qui ne marchent pas parce qu'elles ne marchent vraiment pas, qu'on les retient davantage, que c'est pire qu'ailleurs, que sur un autre continent, ou qu'on fait des généralités qu'on semble faire des généralités plus grandes? Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'on compare finalement l'Afrique avec l'Asie et d'autres parties du monde qui peut-être dans les années 60 avaient le même niveau de développement que l'Afrique. Et donc on dit finalement la Chine est montée en puissance, l'Asie, l'Inde est montée en puissance. Et donc pour l'Afrique finalement on attend des changements mais qu'on ne voit pas de façon radicale. Donc cela amène, c'est sûr, certains disent que mais finalement, ce continent, il n'y a rien qui bouge, rien qui change. Et finalement, quand on regarde de plus près, ben, on découvre quand même qu'il y a d'autres réalités. Voilà, qu'il y a du progrès réel. Absolument. Et même de la part des Africains, il est possible de discuter avec certains Africains. Il y a une bonne partie de l'opinion publique qui pense aussi que dans ce continent, il n'y a rien qui change. Ouais. Mais je trouve que c'est un regard très simpliste finalement, et qui ne fouille pas et qui finalement ne va pas chercher finalement des éléments quand même positifs qu'on pourrait trouver. Et encore aujourd'hui, souvent, on va se référer aux effets négatifs de la colonisation et du néocolonialisme pour évoquer les difficultés, les misères du continent africain. Jusqu'où ça peut aller? Jusqu'où on peut expliquer ces malheurs-là ou ces difficultés-là, justement, par
le colonialisme ou la période coloniale et le néocolonialisme? C'est une question vraiment très importante, c'est une question fondamentale. Oui, hein? Je dirais que d'une part, si on analyse bien sûr l'histoire de l'Afrique au moment de la colonisation, il est clair que la colonisation finalement n'a pas donné à l'Afrique la place que l'Afrique devait avoir sur la scène internationale. Je veux dire par là que finalement, sous la domination coloniale, il y a eu exploitation économique, il y a eu finalement de temps à autre de l'assimilation. Donc, ce qui m'amène à dire que finalement, de mon point de vue, la colonisation a été négative pour le continent africain. Et j'ai souvent une image que j'utilise, c'est que comme s'il y a eu une captation de l'histoire de l'Afrique au profit de l'Europe en particulier. Voilà, oui. Une captation, une récupération. Une récupération, c'est ça, une interception finalement de l'Afrique, parce que quand vous venez exploiter le sous-sol d'un continent, pour le bonheur de la métropole, je vois mal comment les populations indigènes, les populations locales... la mise en valeur. C'est ça, la mise en valeur coloniale qui a profité finalement aux métropoles. Pendant les 2 guerres mondiales, on vient recruter des troupes noires, maghrébins qui vont se battre dans les champs de bataille en Europe. C'est l'intérêt de l'Europe. Et ce n'est pas étonnant qu'au moment des décolonisations, finalement, ces États se trouvent finalement dépassés, marginalisés, subalternisés. Et là, la deuxième partie de ta question est importante finalement, c'est que est-ce qu'on peut exclusivement expliquer le retard de l'Afrique par ce fait-là, par la domination coloniale? Ma réponse est non. D'accord. Ma réponse est non. Ma réponse est non, parce qu'il y a quand même eu les périodes de décolonisation, où les Africains ont eu quand même le pouvoir entre leurs mains. Oui. Ou qu'en fin de compte, l'avenir était là. Voilà, on peut la reconstruire. Voilà. Et que donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu des échecs. Il y a eu des échecs sur les 20, 30 années qui ont suivi la décolonisation. Du fait que les politiques économiques n'ont pas finalement fonctionné, la pauvreté, on n'a pas pu exorciser la pauvreté, d'une part. Deuxièmement, il y a eu la persistance du néocolonialisme. Je veux dire, les rapports coloniaux ont continué sur une nouvelle forme, c'est ce que vous appelez le néocolonialisme. Exact. Qu'on pourrait prendre un exemple, parce que certains vont accuser la Chine de néocoloniser l'Afrique avec l'exploitation des ressources naturelles. Tout à fait. Et je rajouterais aussi que, alors qu'il y avait une sorte de promesse de la part des États africains, de la part des leaders africains, ce qu'on appelle les pères de l'indépendance, de démocratiser les régimes, de changer, d'atteindre le développement économique et social, non seulement on n'atteint pas le développement économique et social, mais d'autre part, finalement, on a emprisonné finalement les potentialités des populations. Et je ne pense pas que cela aille dans le sens de changer la vie des populations qui ont quand même... Vous savez, en Afrique, le terme qu'on utilise pour qualifier les décolonisations, le fait que la colonisation se termine, c'est le soleil des indépendances. Ah, oui. Parce qu'on pensait que, puisque la colonisation est terminée, que les puissances coloniales sont parties, tout était possible. On allait changer la vie. Mais que finalement, les Africains vont se trouver en face de dirigeants qui n'ont pas finalement développé le continent. Donc je pense qu'il faut prendre en compte ce deuxième aspect-là. Des dirigeants qui auraient, d'un certain sens, abusé, à ce moment-là, pourrait-on dire, de la précarité d'un jeune pays, d'un jeune État? Absolument. Je pense que des dirigeants qui, au moment d'effectuer des choix, n'ont pas effectué les choix qu'il fallait, ou soit on a choisi peut-être des idéologies qui ne permettaient pas le développement, mais aussi il y a des dérapages, vous l'avez souligné, le pouvoir personnel, la corruption. Ça, c'est des mots, encore l'Afrique en souffre aujourd'hui, ça s'enracine dès les années 60. Et vous avez parlé du cas de la Chine. Oui. La Chine s'implique dans le continent africain depuis quelques années et moi, ça me fait sourire le discours des Chinois. C'est-à-dire que nous, on n'est pas une puissance coloniale. Nous, avec nous, la relation, ce n'est pas une métropole qui vous exploite. Nous, notre relation, ce qu'on veut, c'est du gagnant-gagnant. C'est le terme de l'ambassadeur de Chine au Sénégal. C'est du gagnant-gagnant. Mais si on regarde la situation de près, la relation ressemble beaucoup à une relation de type colonial. C'est-à-dire que l'Afrique fournit encore des matières premières et la Chine, finalement, utilise ces matières premières et construit des choses pour les puissances africaines. Bon, vous allez peut-être me dire que sans les Chinois, il n'y a pas des infrastructures qui sont possibles. Mais en même temps, l'échange me paraît être un échange inégal en tant que tel. Et donc, d'autre part, et c'est intéressant peut-être de nuancer mon point de vue, c'est que finalement, la Chine aussi est capable d'offrir aux pays africains du matériel, de la technologie d'assez bonne qualité, mais ça, c'est à voir.
mais à un coût moindre que ce que demanderait une puissance occidentale. Voilà. Ce qui m'amène à penser que finalement, la Chine, oui, la relation avec la Chine, oui, peut-être que quelque part les États africains n'ont pas le choix, mais attention, la Chine est là pour ses intérêts et que les États africains doivent être là pour leurs intérêts. D'ailleurs, on l'a vu dans le cas du Soudan, où les Chinois finalement achètent des terres, développent l'agriculture, alors que ces pays-là ne sont pas autosuffisants alimentairement. Vous avez évoqué l'Union africaine un peu plus tôt, et c'est un fait que depuis des années, on parle de cette espèce de rêve, un panafricanisme, l'union des États africains, qui serait d'un certain sens la solution. Selon vous, les États africains, est-ce qu'ils sont moins unis que d'autres États à l'intérieur d'un continent comme les États de l'Amérique du Sud, par exemple? La réponse est les États africains sont beaucoup moins unis qu'en Amérique latine. Ça, c'est sûr, c'est évident. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est que c'est un rêve, vous l'avez dit, c'est un rêve d'unifier l'Afrique qui date des années 60, des décolonisations. Puisqu'on considérait finalement que les frontières, c'est une création étrangère, c'est une création des puissances coloniales, selon le principe du diviser pour mieux régner. Et donc, dès les années 60, les leaders africains ont réfléchi sur les voies et les moyens de créer ce qu'on appelait les États-Unis d'Afrique. Oui, voilà. Malheureusement, on n'est pas d'accord sur comment le mettre sur pied. Quelle idéologie va sous-tendre cette idée? Et surtout, qui va diriger Kadhafi s'était proposé. C'est ça, Kadhafi, effectivement. C'est un exemple peut-être de la faiblesse de l'idéologie. Tout à fait. Et finalement, il y a eu des échecs. On est allé d'échec en échec. Et surtout, il y a des présidents en Afrique qui disaient que finalement, nous, on préfère garder les États-nations. Et continuer, vous savez, il y a eu l'Organisation de l'Unité africaine qui a été créée depuis lors, en tant que telle. Donc finalement, le rêve d'unifier l'Afrique en un seul pays persiste encore de nos jours. Bon, certains disent que ce n'est pas réalisable du fait des différences majeures sur le plan ethnique, etc. On a souvent évoqué l'instabilité politique pour parler du continent africain. On a parlé comme considérablement depuis le début. L'actualité contribue certainement à ce phénomène-là, à amplifier, qu'on regarde, exemple, avec ce qui s'est passé en Libye, en Afrique du Nord, en Égypte, etc. Certaines crises qui persistent au Soudan, au Congo, au Mali, récemment, en Côte d'Ivoire. Selon vous, avec le recul historique notamment, est-ce que la politique est-ce que c'est une solution au problème? Ou des fois, c'est pas plutôt le problème de la politique? Ta question est très pertinente. J'ai envie de dire que la politique est en même temps une solution, mais en même temps, la politique est un frein. Voilà. Je pense que la politique est une solution parce qu'on le sait finalement à travers l'action politique. C'est là les grandes décisions sont prises à travers l'action politique. Je pense que ça appelle les dirigeants africains, les intellectuels, etc., d'un point de vue, je veux dire, du discours, de l'invention, d'être vraiment beaucoup plus présent, d'être beaucoup plus pertinent. Donc je pense que la politique est un élément important. C'est une solution. La démocratisation, la bonne gouvernance. Malheureusement, en Afrique, souvent, j'exagère peut-être un petit peu, dès qu'on prononce le mot politique, on pense aux élections qu'on organise démocratiquement et ça se passe bien. Mais il y a quand même la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, tout cela, à mon avis. C'est pas le propre de l'Afrique, je voudrais, c'est partout, pas mal la même chose. Dans la politique, c'est souvent je crois que ça, c'est important. Oui. Mais en même temps, j'aime beaucoup vraiment ta question. La politique est un problème en Afrique. Et je pense qu'on a effleuré le sujet tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des élites politiques, des élites intellectuelles qui finalement, depuis l'indépendance, ont échoué à, je pense, placer l'Afrique dans la bonne direction. On l'a dit tout à l'heure, absence de démocratie, etc. Mais aussi, je ne dirais pas seulement la classe politique. Je dirais que les intellectuels aussi ont une part de responsabilité dans cela. Parce que, bon, un intellectuel, c'est aussi quelqu'un qui crée, qui invente, qui éclaire la voix du peuple en tant que tel. Et je dirais que finalement, si on fait le bilan avec le recul historique, c'est que si l'Afrique aujourd'hui a échoué, c'est parce qu'on n'a pas pu inventer finalement à l'avenir, le futur. Et donc, c'est toute une classe politique, toute une classe, pas de classe, mais tout un ensemble, tout un groupe d'intellectuels finalement qui échouent à
tracer une voie claire et nette Oui. pour ce continent africain-là. Si je prends l'exemple de la classe politique, ce qu'on peut reprocher, c'est tout ce qui est népotisme, tout Voilà. ce qui est Voilà. corruption, Oui. le pouvoir Collusion, oui. pouvoir personnel, etc., etc. Une justice finalement qui n'est pas indépendante, etc. Non. Ça, c'est vraiment les maux de l'Afrique. Oui. Et si on prend au niveau des intellectuels, c'est aussi le fait que finalement plusieurs intellectuels peuvent basculer en étant des politiques et finalement leur contribution Et devient voilà. nulle. Voilà. Donc je crois que c'est là où le bas blesse. On l'a vu aussi Oui. au niveau de la Côte d'Ivoire dernièrement. Oui, bien sûr. Où le président Gbagbo, il perd les élections, mais il se refuse à s'en aller. Exact. Donc je pense que le De politique, l'entêtement. absolument, le politique pose problème et surtout quand vous discutez avec des jeunes Africains, ils peuvent souvent vous dire que finalement, moi, les hommes politiques, je ne crois plus aux hommes politiques. Voilà. Voilà. Mais quand on prend acte de ce que vous dites là, si je regarde ça, je me dis, bien sûr, oui, il y a l'Afrique qui va bien. Il y a une partie de l'Afrique, c'est 50 quelques États quand même. Il y a beaucoup de monde là. Mais pour les endroits où ça va moins bien, comment, et avec l'héritage colonial et les difficultés, etc., comment garder confiance? Est-ce qu'on peut garder dur. confiance? C'est extrêmement dur parce qu'effectivement, quand on voit des problèmes qui perdurent depuis 50 ans, depuis 40 ans, ou même quand on voit des États, et là je prends le contre-exemple, quand on voit des États qui étaient stables, comme le Mali et la Côte d'Ivoire, Voilà. on se disait ces Exactement. États-là, rien ne peut leur arriver. Il n'y a aucun problème. Et tout là va aujourd'hui, bien. regardez Voilà. l'instabilité. Ouais. C'est clair que ça n'amène pas à être vraiment très Et qui sera optimiste. le prochain? Oui, L'Afrique qui du sera le Sud? prochain, absolument. Absolument. On a du mal à être optimiste parce qu'on se dit que finalement, ce continent est maudit. Oui. Ça, c'est un discours finalement qu'on entend. Ce continent est maudit. L'Afrique, finalement, est un continent qui est damné. Oui. Parce que c'est un continent qui s'en sortira jamais, finalement. Je vois souvent la comparaison. On dit, tiens, la Corée du Sud et le Ghana étaient au même niveau économique dans les années 60. Aujourd'hui, la Corée du Sud a décollé. Un pays comme le Ghana traîne. Bon, il y a des facteurs plus compliqués qui expliquent Bien cela. sûr. Mais ça n'amène pas à être très optimiste, finalement. Mais en même temps, j'ai envie de dire quand même qu'on peut être optimiste quand on regarde de plus près des exemples dans un certain nombre de pays. Quand je vois l'exemple du Rwanda, le Rwanda, depuis le génocide, s'est reconstruit. Oui. S'est reconstruit de façon Oui. extraordinaire. Oui. Hein? Le fait qu'on amène à une justice traditionnelle qui est capable de juger les responsables du génocide. Le fait que dans le pays, on change le programme d'enseignement aujourd'hui. Il n'y a plus de catégorisation de race supérieure ou de race inférieure. C'est quand même pas mal. Oui. Deuxième point, c'est de voir quand même en termes de démocratisation. Moi, je pense que la démocratisation est un facteur incontournable dans les pays africains. Il y a des avancées, des reculades, Oui. mais je crois que dans le long terme, ça va finir par s'imprégner. L'autre aspect, c'est les droits de l'homme. Le respect des droits de l'homme, je crois que c'est un élément sur lequel encore ça va arriver à des évolutions. Là où je suis vraiment très sceptique, c'est d'un point de vue économique. Ah oui. Parce que d'un point de vue économique, je ne pense pas que ça dépend que de l'Afrique. Parce que ça dépend aussi de l'Occident, Voilà. du rapport avec l'Occident. Oui. Parce que l'Occident domine l'économie mondiale, bien sûr. finalement. Et que je vois mal comment l'Afrique pourrait retourner la situation. Parce que quand même, on sait que dans les relations économiques internationales, il n'y a pas de place pour les sentiments. Chaque État défend ses intérêts. Mais bon, de plus en plus aussi, beaucoup de gens citent l'exemple de la Chine. Oui. Regardez, la Chine, c'était Voilà. un pays du tiers-monde, Oui. finalement. Et regardez, Oui. aujourd'hui, la Chine a décollé. Oui. L'Afrique, encore une fois, cette idée de continent damné, où les gens sont incapables de se Oui. développer, où en fin de compte, ça tourne, l'histoire se répète. Oui. On a vu un président Sarkozy tenir le même discours il y a quelques années qui a causé pas mal de dégâts. J'aurais pu poser cette question-là en premier. Oui. Mais je la pose vers la fin de notre rencontre parce que je pense qu'elle elle prend tout son sens maintenant. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire de l'Afrique, bien sûr. Mais alors dites-moi, en quoi est-ce que la perspective historique demeure essentielle pour comprendre la réalité de l'Afrique contemporaine? Je vous dirais que je vous répondrai en vous disant pourquoi moi je suis arrivé à l'histoire. Ah oui? J'ai vécu dans une société finalement où les parents, dans le but de protéger entre guillemets les jeunes, ne leur disaient pas certaines choses. C'est-à-dire qu'on cachait beaucoup de choses dans la société parce qu'on ne voulait pas que les jeunes comprennent certaines choses. Donc moi, étant adolescent, je me suis toujours posé des questions. Quand je regardais la télé, il y a plein de choses. Et quand je posais la question, on ne me disait pas qu'est-ce qu'il y a. Quand je posais des questions très dérangeantes, on ne me disait jamais rien. Et je ne sais pas, mais j'ai eu l'impression que dès cette période-là, j'ai eu une sorte de fibre
par rapport à l'histoire, une fibre historienne qui s'est développée. C'est de toujours chercher à comprendre le pourquoi d'un certain nombre de phénomènes qui se produisent à mes yeux. Et je pense que pour l'histoire de l'Afrique, pour l'Afrique, c'est très important toujours d'aller regarder l'histoire, mais pas seulement l'histoire coloniale. Non, voilà. Parce que malheureusement, dans un côté africain, quand on demande bien pourquoi l'Afrique n'a pas marché, hop, c'est l'histoire coloniale. Non, il faut quand même aller voir ce qui se fait avant la colonisation. Avant cette fameuse parenthèse. C'est ça, pendant la parenthèse et après la parenthèse, je l'ai souligné tout à l'heure. Moi, je pense que l'histoire permet finalement, en même temps, de tordre le cou aussi à un certain nombre d'idées reçues. Vous l'avez souligné tout à l'heure, sur l'Afrique, il y a plein d'idées reçues. Oui, des mythes. C'est ça, des mythes, pas mal de préjugés, mais bon, aussi des idées qui sont durables, qui sont justifiées en tant que telles. Et je pense qu'il est intéressant de démêler cet ensemble-là. Mais aussi, un autre point quand même qui est important, c'est aller rechercher qu'est-ce qu'il y avait en Afrique avant l'arrivée des Européens. C'est quand même une question importante. Oui. Parce qu'au moment des indépendances, qu'est-ce qu'ils font les Africains ? Ils ne vont pas choisir, ils ne vont pas remettre sur la table ce qu'il y avait en Afrique avant. Non. Ils choisissent finalement les modèles occidentaux. Voilà. Est-ce que ça veut dire que ce qu'il y avait avant n'était pas bon? Voilà. Donc vous voyez, moi je pense que l'histoire est une discipline qui éclaire. Même au niveau aussi des prises de décision, on l'a vu, je pense que les présidents historiens en Afrique n'ont pas fait beaucoup de dégâts. Finalement, c'est déjà éclairé. Ça permet quand même d'avoir une vision binaire, en tridimension. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans le passé? Quelles sont les réalités des populations dans le temps présent à la lumière du passé, mais aussi quels sont les jalons à poser pour un futur meilleur. Moi, je pense qu'il y a ces trois dimensions-là autour desquelles, je pense, l'histoire permet finalement de se positionner clairement. Et il y a, dans l'histoire, et là, vous parliez un peu avant la parenthèse, avant la parenthèse, il y a des jalons, il y a des bases solides qui ont été là aussi. Il y a peut-être des moments où on devrait peut-être se référer aussi pour expliquer la grande histoire de l'Afrique. Absolument. Absolument. Moi, je pense que c'est très important. Je n'aime pas trop souvent quand certains Africains magnifient l'histoire de l'Afrique avant la parenthèse. Parce que ça aussi, ça consiste à dire que finalement, tout était magnifique, etc. Et c'est qu'avec l'arrivée des Européens, tout devient négatif. Là, on va tomber dans le révisionnisme. C'est ça. Mais en même temps, durant cette période-là, il y a des aspects positifs. Et je vous ai donné l'exemple du Rwanda, où finalement, le Rwanda, après le génocide, le Rwanda se retrouve à juger 1 million de personnes. Oui. Et comment vous faites pour juger 1 million de personnes? On ne sait pas s'ils sont victimes, s'ils sont perpétrés des génocides ou pas. On fait appel à la justice traditionnelle. Et on est en train de juger les gens de façon plus rapide et efficace en tant que telle. Moi j'ai une double perspective par rapport à avant cette histoire de l'Afrique, avant la parenthèse. Oui. C'est dommage, parce qu'il y a une perte d'identité, le fait que finalement on se soit retourné directement. On ait pris les modèles occidentaux comme étant des modèles de développement. Et surtout, deuxièmement, le fait que finalement, qu'on le magnifie. Et je pense qu'il y a ces deux dangers, il y a ces deux écueils qu'il faudrait véritablement éviter en tant que tel. Mais j'ai envie aussi de vous souligner que l'Afrique, avant l'arrivée des Européens, avant la parenthèse, c'était aussi pas un bloc monolithique. Non, selon les régions du continent, il y a des réalités, des spécificités selon les régions du continent en tant que tel. En terminant, d'après vous, vous évoquiez tantôt le fait qu'à certains endroits, le cordon n'est pas encore coupé. Est-ce qu'il devrait être coupé, ce cordon-là? Je pense que le cordon devrait être coupé. Mais maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous entendez par un cordon coupé? Est-ce que le cordon coupé veut dire, finalement... Oui, c'est une métaphore. Oui, mais c'est une belle métaphore, finalement. Est-ce que ça veut dire que, finalement, on n'a plus de relations avec l'ex-puissance coloniale, on n'a plus d'échanges? Est-ce que c'est coupé, franchement? Mais c'est coupé. Voilà. C'est-à-dire, ce que j'appelle coupé, ce cordon-là, c'est des relations de type colonial, dont on ne veut plus voir. Du fait qu'il y ait des bases militaires qui persistent. Voilà. Deuxièmement, le fait qu'il y ait ce qu'on appelle la France-Afrique. Le fait que quand il y a des campagnes électorales en France ou ailleurs, que ce soit des États africains qui financent. Voilà. C'est ce mauvais côté, ce côté mafieux, si vous me passez l'expression. Je pense que ce côté-là, on n'en veut plus. Mais maintenant, si c'est des relations sur une base équitable, je pense que c'est plutôt souhaitable d'avoir des relations sur une base équitable, mais surtout développer, je pense, les partenariats. Mais aussi, je pense, et peut-être que là, je vais fâcher pas mal de monde en le disant, quand je prends l'exemple des pays d'Afrique francophone, je me dis peut-être que le seul modèle dans ces pays-là, finalement, parce que dans toute société, on a besoin d'avoir des modèles qu'on va peut-être
calquer des fois. Ouais. Des fois, on va prendre le meilleur, faire des sélections là-dedans. Moi, j'ai envie de dire aux États africains, vous devriez peut-être regarder un petit peu du côté de l'Amérique du Nord, finalement. Ce qui vous éloignerait un petit peu de vos modèles traditionnels en termes d'administration, en termes de gouvernance, etc. Ouais. Parce que je trouve que, qu'on soit au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, il y a des modèles, il y a des aspects qui, moi, personnellement, vraiment Moi qui ai une culture finalement francophone, Voilà. issue d'un pays très proche de la France, Ouais. je dis que waouh, si on pouvait regarder ces autres modèles-là, Ouais. ça pourrait donner des idées, effectivement. Et c'est pensable, ça peut être réalisable. Ah, je pense que c'est réalisable. On peut être ouvert à calquer, pas à calquer, mais à s'inspirer de ces Absolument, modèles-là, absolument. du sud vers le nord. Absolument. Moi, je pense qu'il y a cette possibilité-là sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique. Je pense qu'il y a des réalités à prendre. Quand j'observe quelque chose au Québec, je te donne un exemple pour être plus concret, l'exemple des coopératives. Oui. Moi, je trouve ça extraordinaire. Oui. Je trouve ça extraordinaire. En France, où j'ai vécu, je n'ai pas vu de modèle de coopérative développé. En tout cas, à une échelle de la population, etc. Voilà. Et je me suis dit finalement, pourquoi dans ces pays africains où on attend beaucoup de l'État, ça aussi c'est un problème en Afrique, on attend de l'État. Et le problème c'est que beaucoup de l'État, et cet État-providence finalement, Voilà. n'a jamais existé en Afrique, finalement. Voilà. Et je me dis, pourquoi les populations finalement ne prendraient pas leur destinée entre leurs mains, en créant des coopératives, etc. Ouais. Et la stratégie des coopératives, vous savez qui est-ce qui le met sur pied finalement, qui construit des choses? C'est les ONG qui le font. Oui, bien sûr. Ouais. Vous voyez, Voilà donnais un bel exemple. je donnais cet exemple-là. Je me dis apporter. qu'il y a des éléments qu'il faudrait peut-être aller chercher ailleurs, en les adaptant bien sûr aux réalités locales, mais c'est bien faisable. Et que finalement, le fait de rester derrière un modèle, je suis très très dur là, peut-être avec les anciennes puissances coloniales, ça n'aide pas les élites. Et même cela se transmet dans la façon de penser, dans la façon de manger. Culture. C'est culturel. Voilà. Et je me dis que peut-être il y a un moyen finalement d'aller chercher ailleurs des aspects plus positifs qui pourraient enrichir finalement la société, l'État, etc. Eh bien, écoutez, c'est donc une histoire qui s'écrit encore et qu'on aura plaisir à suivre, entre autres grâce à vous. Patrick Dramé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci infiniment à vous, Emmanuel. Au plaisir. Merci.